Alors, bonjour et bienvenue au BDB Podcast Season 2, Episode 1. Donc, c'est le podcast des influenceurs digitaux, le métaverse, les cryptos, la blockchain et les NFT. Et évidemment, BDB est une production appartenant au ADMP Virtual Incubator Podcast Network. Et nous allons, tout au long de ce podcast, explorer les différents outils, concepts et stratégies pour booster votre présence online et construire des communautés digitales pérennes qui grandiront avec votre activité. Alors, on aime bien aussi faire des interviews dans ce podcast. Donc, mon nom est Herman Djouessi, je suis votre hôte et je suis évidemment avec le docteur Won Kim. Bonjour. Voilà, donc comment allez-vous, docteur? What's up, doc? Hi, I'm excited for this one. Excited for this one? Okay, all right, cool. So, et puis aujourd'hui, nous avons un invité. Stanislas Mako. Et aussi... Robin Lechel. Et aussi... Christopher Manier. Excellent. Donc voilà, on a un plateau assez fourni. Et donc, on va tout d'abord commencer donc déjà tout de suite avec Stanislas, qui va nous parler un peu de son projet, donc qui s'appelle... CalArt. D'accord. Et donc, c'est un projet donc, autour de ce qu'on appelle donc les NFT, donc non-fungible tokens, d'accord? Exactement. Et donc, comment on dirait ça en français? Token non fungible? Ouais, on pourrait dire ça, token ça se dit en français? Jeton non fungible. Jeton non fungible, ok. D'accord. Et donc, l'idée, en fait, c'est de faciliter l'adoption et l'accès, donc, à ces tokens, à travers, donc, l'art, évidemment. C'est ça. Si j'ai bien compris, c'est dans le nom. Ouais. Alors, quelle est la genèse du projet? D'où ça vient, en fait? Longue histoire. Oui. Ben oui, on est là pour ça, on prend les chips, on prend la bouteille, on y va, on s'assoit, un petit cigare, hop. Non, donc il y a 4 ans, en fait, j'ai lancé une première plateforme qui s'appelle Utip. D'accord. Donc une plateforme qui permet de soutenir les créateurs de contenu. Là, jusque-là, rien en rapport avec les NFT ni les cryptos. On permet de faire des paiements à des créateurs de contenu. Donc les créateurs de contenu, c'est un YouTuber qui fait de la vulgarisation scientifique, un photographe sur Instagram, un musicien, un écrivain, tout ce genre de personnes qui créent le contenu en fait que de plus en plus de gens consomment. Sauf que la beauté de la chose, c'est qu'ils créent ce contenu mais qui sont pas rémunérés. Ouais, Exactement. Ça, on connaît ce problème, vous en faites pas. Donc d'ailleurs des podcasters effectivement. Ouais, évidemment. Donc ouvrez un Utip. Oui, non mais ça va, c'est ce que je vais faire juste après. Et donc voilà, c'est une plateforme qui permet le soutien et les dons aux créateurs de contenu. On permet d'ouvrir un shop, etc. Et ça fait 4 ans qu'on est dans cette activité. On a toujours regardé ce qui se passait du côté de la blockchain en se disant mais tiens, il y a quand même quelque chose une techno qui est assez incroyable. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et on n'arrivait pas. On voyait bien qu'il y avait un sujet sur les cryptos, mais si c'était affiché le wallet crypto d'un créateur, on n'avait pas grand-chose à y apporter. C'était on n'avait pas trouvé notre place là-dedans. Et arrive le printemps dernier où il y a une émergence des projets NFT qui était assez fou. Toutes les grosses plateformes ont commencé un peu à sortir du bois. Il y a eu les premières grosses ventes et on s'est dit mais est-ce que c'est pas ça qu'on pourrait faire avec la blockchain? Est-ce que ce serait pas les NFT notre chose à essayer de creuser? Et c'est un peu à ce moment-là où on s'est dit mais en fait un NFT ça pourrait être une œuvre d'art et en fait nous les créateurs de contenu on appelle ça des créateurs de contenu mais en vrai c'est des artistes. Je veux dire quand tu prends un vidéaste, un YouTuber, le mec fait il est scénariste donc il écrit son texte, il est caméraman, il fait la prise de son, il fait le montage, il fait la production, il fait la diffusion et le marketing aussi derrière. Le marketing. En fait, ce mec-là est juste un artiste et il vit dans un monde qui est complètement injuste parce que il vit dans un monde où il va mettre son contenu à disposition de tous, donc dans un genre de musée à ciel ouvert. Et personne ne le payera jamais parce que en fait, soi-disant parce que c'est accessible à tous, ça a pas de valeur. Alors qu'en fait, si tu prends n'importe quel artiste, n'importe quel peintre, il irait mettre sa peinture dans un musée, donc accessible à tous.
sa cote s'envolerait. Sauf que quand t'es youtubeur, en fait, tu peux pas faire envoler ta cote parce que t'as pas de cote. Tu peux pas vendre. Sauf que YouTube, elle a bien une cote. Oui, YouTube a bien une cote, mais tu ne peux pas vendre ton œuvre. Tu peux la poster sur les réseaux sociaux, tu peux la mettre à disposition de tous, elle peut plaire à énormément de gens, mais personne ne peut l'acheter. Il y avait pas de moyen pour ça. Il y a pas moyen pour ça. Et donc en fait, c'est là où un peu dans mon cerveau, j'ai eu un tilt. D'ailleurs, notamment grâce à Robin quand même, faut le reconnaître parce qu'il a pas mal, il a pas mal un peu remué le truc au début. Et du coup, on s'est dit, mais est-ce qu'en fait les NFT est-ce que en fait les NFT c'est pas une solution pour les créateurs, en fait pour des artistes, de vivre de leur passion et en fait d'avoir un moyen une nouvelle source de revenus. Et en fait, on est parti de là. On est parti des créateurs de contenu d'internet et on s'est dit qu'en fait, ces gens-là avaient le droit de vivre comme des artistes parce qu'en fait, c'en est. D'accord. Et que jusqu'à présent, ils sont pas reconnus en tant que tels, mais que ils sont probablement pas reconnus en tant que tels simplement parce que eux ne peuvent pas vendre leurs œuvres, eux ne peuvent pas être cotés. Et les NFT, pour moi, sont un formidable moyen pour eux d'exister comme des artistes à part entière. D'accord. Donc c'est un NFT. Donc alors, quel genre de blockchain vous allez utiliser pour faire ça? Quel genre de... Nous, du coup, on est basé sur la blockchain Polygon. En fait, pour nous, le sujet de la blockchain, il est techniquement important. Je veux dire, on peut pas faire un projet de NFT sans réfléchir à la blockchain qu'on veut. C'est important. Qu'on veut utiliser. C'est certain. D'ailleurs, pourquoi le choix de Polygon? Parce qu'il y en a plusieurs en fait. Après, pour nous, en réalité, au fond, la blockchain qu'on utilisait, c'est pas non plus l'élément le plus important. Parce que ce qu'on souhaite faire chez CalArt, en fait, c'est démocratiser et donc donner accès aux NFT au plus grand nombre. Et en réalité... Donc donner accès aux NFT au plus grand nombre. Y compris les artistes et les acheteurs. Voilà, des deux côtés de l'histoire. Et en réalité, du coup, le plus grand nombre... la blockchain qui l'utilise, il s'en fiche un peu. Même en réalité, déjà comprendre ce que c'est la blockchain, en réalité, il s'en fiche un peu. Ce qui l'intéresse énormément, c'est de comprendre que ce qu'il achète est unique, que ce qu'il achète est authentique. Qu'il y a un numéro derrière, un numéro de série. Ça l'intéresse énormément. Mais savoir en fait sur quelle blockchain ça va être utilisé, ça l'intéresse moins. Ce qui va l'intéresser beaucoup en revanche, c'est par exemple l'impact environnemental que peut potentiellement avoir son NFT. Et donc la blockchain qu'il va utiliser. Nous, donc on est parti de ces éléments-là et donc on a été vers une blockchain qui était en POS forcément. Donc proof of stake, donc peut-être pour les auditeurs qui savent pas forcément la différence, mais il y a un peu deux grands courants de blockchain en termes de proof of work. Voilà, en termes de système de décision, il y a le proof of work, proof de travail. Donc là où énormément d'énergie est potentiellement consommée parce que une infinité d'ordinateurs peut être mis un peu en concurrence. C'est vraiment potentiel parce que l'email est aussi marche aussi sur le proof of work, sur le principe de la proof of work. Donc, mais en ce cas-là, l'email. Donc, combien d'emails vous avez envoyé dans votre vie Beaucoup plus que des NFT. Voilà, beaucoup plus que des NFT. Mais donc, et l'autre courant, pour l'instant, enfin, s'il y a deux gros courants majeurs, et aujourd'hui c'est le proof of work et proof of stake. Proof of stake, du coup, c'est un système un peu plus... Enfin, j'ai du mal à le vulgariser. Je sais pas si ici vous saurez mieux le vulgariser que moi. Moi, je l'explique où en fait. Peut-être. Mais un peu sur une façon où on stake de l'argent et en fonction du nombre d'argent qu'on stake, on a plus de responsabilités vis-à-vis de la blockchain. Mais en même temps, vu qu'on stake plus, c'est normal qu'on ait plus de responsabilités. Et en même temps, de toute façon, ça reste un système aléatoire. Donc un système où la décision de miner un bloc est répartie entre un certain nombre d'acteurs. Un différent nombre d'acteurs, ok. Donc c'est toujours un principe de consensus à chaque fois. C'est de toute façon 51%. Voilà, le système de la blockchain est préservé. C'est juste la méthode, le côté aléatoire qui est un peu différent, mais tout le fond de la blockchain est exactement le même. Et ça a l'intérêt, en fait, d'avoir un nombre de nœuds, un nombre de valideurs potentiels très limité. Là, je crois que dans le cadre de Polygon, ils sont à 90. Ah, d'accord.
Okay. Donc l'énergie potentiellement consommée est en fait équivalente à 90 serveurs, donc relativement raisonnable. D'accord. En réalité, c'est le seul argument marketing qui est pour moi pertinent. Il y a un autre intérêt aussi, c'est que le coût d'exécution le coût d'une transaction, le coût d'un mint sur cette blockchain est relativement faible. Ouais, vu le nombre de... Donc c'est mais aussi derrière intéressant. Polygon, il y a Ethereum. So, c'est le deuxième layer, puis après, ça rentre c'est ancré dans l'Ethereum, so, il y a encore plus de d'accord, c'est ça l'avantage. D'accord. Polygon. So, c'est pas juste ces 80 nœuds, c'est aussi l'Ethereum après. Ok. Et puis c'est le ERC7.3. Ah, alors c'est ça. ERC 721. 721, d'accord. Et donc, et pas l'autre. Mais la version Polygon. Mais la version Polygon. Donc on peut faire son propre. Il faut faire le bridge entre les NFT Polygon à Ethereum. Tu peux pas juste envoyer. Ah, d'accord. Bon, ça c'était. Mais ça, en fait, en réalité, c'est des détails techniques qui peuvent être intéressants, en fait, quand on va discuter blockchain. Bien sûr. Mais qui, moi, dans mon approche vis-à-vis du grand public, les intéressent pas du tout, en fait. Non, c'est vrai. C'était cette question-là, elle est surtout quand on fait des coins. Mais là, vu que c'est des NFT, il y a plus cette question-là, en fait. La question de quel choix de blockchain on va prendre, effectivement. Mais alors, dans ce cas-là, donc, ensuite, on essaie, donc, imaginons, je suis un artiste, j'ai fait mon tableau, j'ai pris ma photo, j'ai fait mon podcast. Mais il y a un grand USP de son business model. Ah bon? Et c'est parce que c'est différent que des autres. Ah, d'accord. Parce que, en fait, on fonctionne qu'en euros et en dollars. Ah, d'accord, oui, c'est ce que j'y venais. Donc voilà, j'ai pris ma photo, j'ai fait mon podcast, j'ai fait donc je veux uploader, donc j'upload sur la plateforme, je vais sur la plateforme, CalArt. Alors c'est quoi? C'est CalArt.io. CalArt.io, effectivement, CalArt.io. Et ensuite, donc j'upload le contenu. Et est-ce que je dois payer déjà pour accéder à la plateforme? Non, on fait ce qu'on appelle le lazy mint. Donc on mint au moment où l'enchère est terminée. D'accord. Donc ça, bêtement, pour surtout limiter les coûts pour l'instant. Donc il y a des enchères quand même pour limiter aussi les... Donc on a un phénomène d'enchère, sauf que du coup, pour enchérir sur la plateforme, en fait, il n'y a pas besoin d'acheter de crypto-monnaie. On enchérit uniquement en euros et en dollars. Okay. Et c'est la même chose en fait pour l'artiste. Il reçoit que des euros et que des dollars. Ouais. Donc en fait, on a vraiment toute une, l'argent va du vendeur de l'acheteur au vendeur. Sans conversion. Donc ça c'est vraiment le unique selling point USP, c'est-à-dire que vraiment toutes les transactions se passent en fait en euros et en dollars. Il n'y a pas en fait d'intervention de crypto-monnaie pour l'instant. Pas du tout. D'accord. Donc et pourquoi ça? Vraiment pour faire en sorte que ce soit le plus simple et le plus accessible à tous. L'idée c'est que en fait les NFT sont déjà une barrière en soi. Ouais. Tout le monde n'est pas capable d'acheter un NFT demain et tout le monde n'est pas certain de comprendre pourquoi il achète un NFT. Et d'ailleurs, il y a tout un débat autour de ça. On est là à parler de NFT entre nous et avant le début du podcast, on disait il y a tel projet qui est génial, il y a telle personne qui a fait un NFT, c'est génial. Il y a aussi beaucoup de personnes qui disent non, mais les NFT c'est n'importe quoi, c'est du vent, c'est adossé aux crypto-monnaies, c'est n'importe quoi, c'est de la spéculation, ça n'a aucune valeur. Il y a quand même il y a quand même tout un pan du grand public qui ne reconnaît pas l'existence des NFT. Le grand public. mais c'est un point intéressant et en fait on pourrait être là à tous se dire les NFT c'est génial. Si tout le monde ne l'adopte pas, en fait on sera bien sympa avec nous dans notre coin à être content, mais le but c'est que tout le monde utilise cette technologie. Ouais. Et donc pour ça, je pense que déjà décorréler le fonctionnement des NFT, qui est déjà un petit peu un changement de fonctionnement du cerveau, parce que depuis toujours on nous explique que les fichiers n'ont pas de valeur, depuis toujours on nous explique que les fichiers n'ont pas d'authenticité, qu'ils n'ont pas forcément de propriétaire, ou qu'en tout cas on ne peut pas savoir qui a un fichier à un instant donné. Faut déjà changer tout ça, casser tous ces codes et mine de rien c'est assez difficile. Et si en plus pour aller casser tous ces codes il faut dire venez acheter des crypto-monnaies, vous n'allez pas comprendre ce que c'est, la valeur va changer, vous n'allez pas forcément comprendre sur quoi vous investissez, mais c'est pas très grave, faites-nous confiance. Pour moi c'est un peu comme dire à quelqu'un vas-y jette-toi dans le trou là et puis tu verras bien, t'inquiète, t'as pas besoin de parachute, ça va bien se passer, mais c'est un fossé, tu peux tomber dedans, tout va bien se passer. Et en fait, c'est un saut dans l'inconnu. Alors qu'en fait, revenir sur un schéma qui est classique de faire des enchères en euros pour des œuvres d'art, qui rémunère un artiste qu'a priori on va aimer, parce que sinon on participerait pas à son enchère. En fait, on revient sur des choses qui sont concrètes. Ouais. On revient sur je dépense de l'argent
comme d'habitude. Je le fais sans empreinte écologique particulière. Enfin, je le fais à un coût énergétique connu du grand public parce que ça se débat. Enfin, on pourrait Les débattre. blockchains sont transparentes. T'es pas plus transparent qu'une blockchain. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait débattre de est-ce que Bitcoin ou Ethereum dépensent autant d'énergie. Et je pense que ça se discute. Pour moi, on le saura jamais, parce que de toute façon, les données qu'on en a sur la chose ne sont pas fiables, en fait, tout simplement. Parce que pour moi, les données devraient être déjà sur une blockchain. Donc, quelque part, voilà. Donc à partir de là, non, mais voilà. Les données sont pas fiables. L'idée, c'est que c'est sûr qu'en étant en POS, on est dans un environnement qui est relativement restreint quand même en termes de consommation énergétique. Et surtout, on s'adosse à des choses qui sont concrètes, c'est-à-dire que personne n'ira te dire, bah là, le dessin que t'as fait, en fait, il vaut rien. Ou là, le podcast que t'es en train d'essayer de vendre, en fait, il vaut rien. Non, mais tu vas pas me dire que c'est du travail, un podcast. Non. Mais si, c'est du travail. C'est énormément de travail. C'est énormément de travail. Et en fait, on essaye de ramener, du coup, tout le sujet est de ramener les NFT sur des choses concrètes et l'adosser le plus possible à des choses que les gens peuvent comprendre facilement. D'accord. Quand je dis les gens, c'est pas dédaigneux. C'est juste que, effectivement, je pense que de base, les technophiles sont les premiers à être intéressés par les NFT. Ouais. Mais tout comme au début, Internet, il y avait que des geeks sur Internet, quoi. Non, c'est clair, hein. Et c'est pas parce qu'il y avait que des geeks sur Internet que, au final, Internet sert à rien, ou on n'est jamais resté dans notre entre-soi sur Internet. Au début, il y en avait. Enfin, tu pouvais être sur un chat IRC et parler qu'avec tes potes. Mais au final, c'est élargi, c'est agrandi, et maintenant, bah, tout le monde est sur Internet. Le monde entier. Et je vois la même chose pour les NFT, en fait. Ouais. Et donc, j'essaye de faire en sorte que bah, ça puisse grandir. Enfin, j'essaye à ma manière de faire en sorte que ça puisse grandir. Démocratiser, faciliter l'accès. Alors donc, voilà, je suis l'artiste, c'est bon, j'ai mis mon tableau, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai mis le tableau, justement, cet artiste-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il démarre son enchère. Donc donc il y a rien. Il a pas encore de wallet, pas d'intervention. Il a pas de wallet. D'accord, ok. En fait, le wallet, on lui créera au moment du mint, parce que du coup, on a toute une partie technique. C'est-à-dire au moment de la vente, en fait. Au moment de la vente, exactement. Ouais. Et il y a toute une partie technique qui est assez intéressante que je pourrais détailler. Mais du coup, en fait, il y a une enchère qui se déroule. Aujourd'hui, elle dure 7 jours, donc il faut que l'artiste communique autour de cette enchère pour dire à sa communauté, bah oui, ma dernière illustration que j'ai faite pendant 7 jours sur mon iPad, qui représente une petite fille que j'ai vu jouer dans un jardin. Voilà, il faut qu'il raconte un peu son œuvre. Et les gens peuvent venir enchérir comme sur eBay à la grande époque, quoi. Parce que j'ai découvert que sur eBay, maintenant, il y avait quasiment plus d'enchères, d'ailleurs. Ah ouais. Mais les temps changent. Ouais. Et donc, du coup, l'enchère se déroule. On met des euros. À la fin de l'enchère, on est débité. Enfin, le gagnant est débité du montant. Et ce montant est transféré directement au vendeur, à l'artiste. Alors en euros là pour l'instant. Et uniquement en euros toujours, de A à Z. Il n'y a pas eu d'intervention de crypto-monnaie. Nous, une fois que l'enchère est terminée, par contre, on va mint le token. Donc c'est-à-dire qu'on va transformer le fichier que nous a donné l'artiste en NFT. On va le mettre sur la blockchain. Donc là, en fait, c'est à ce moment-là où on va créer un wallet pour l'artiste, on va créer un wallet pour l'acheteur. Ouais. Et on fait ce qui s'appelle une métatransaction. C'était une étape un peu technique parce que du coup en fait c'est CalArt qui paye le coût des transactions. Donc en fait c'est CalArt qui va mint pour l'artiste. Okay. Donc en fait c'est CalArt qui exécute la transaction, mais qui paye tout le gas fee, Ethereum. Exactement. Ok, d'accord. Enfin du coup Matic. Enfin, ok, d'accord. Donc là sur Polygon c'est du Matic. Sur Polygon, ouais. Et donc on crée on mint le token au nom de l'artiste, donc le token arrive dans le wallet de l'artiste et ensuite on le transfère au nom de l'artiste vers l'acheteur et donc l'acheteur a aussi un wallet. Du coup on lui a aussi créé un wallet. Faut lui créer un wallet, ouais. Donc en fait on gère. C'est un wallet de quoi, MetaMask ou des choses comme ça? Alors en fait c'est des wallets que nous on gère de notre côté parce que vraiment le but c'est toujours cette histoire de clé en main, de faire en sorte que tout soit simple et de pas perdre les gens avec des notions techniques. Donc je crée un profil en fait et puis j'ai un profil. Donc tu as créé un compte. En fait tu as créé un compte chez nous. Exactement. D'accord. Et du coup après par contre si tu veux l'exporter vers ton MetaMask ou si jamais tu veux connecter ton MetaMask sur le wallet qu'on t'a créé, il y a pas de problème. Enfin, ça on peut donner accès à la clé privée directement depuis l'interface.
où on peut te transférer vers un autre wallet si tu le souhaites. Okay. Pour l'instant, ça ne nous est pas arrivé parce que en réalité, ce qui se passe, c'est que les gens, jusqu'à présent, nos utilisateurs, et je crois que notre cible, n'a pas envie de ça en fait. Elle a juste envie de pas se prendre la tête avec ces trucs-là et ne pas chercher à comprendre qu'est-ce qu'un MetaMask, c'est trop compliqué, c'est des choses qui sont trop abstraites. Vous allez devenir une banque. Bah non, parce qu'en réalité, on reste dans une blockchain, donc on reste un support de blockchain. Et si tu veux avoir accès à ton wallet, on t'y donne accès. Et comme un échange. Ou alors, peut-être pas une banque, une banque du 20e siècle ou du 21e siècle, on dirait un échange, avoir un crypto-échange. Peut-être plus un crypto-échange, mais... Forcément. Le Binance. C'est un anti-banque. Le Binance, si tu veux, ça serait plus un Binance, je m'y retrouverais plus. Parce qu'effectivement, Binance, tu rentres dedans, tu achètes tes cryptos, tu te poses pas de questions, tu sais pas trop comment ça fonctionne. Et si tu veux en sortir, tu peux. T'as fait ton exchange. Effectivement, on serait peut-être un exchange dédié NFT, mais avec cette particularité qu'on manipule aucune crypto. Et ce qui est pour moi le fait qu'on est... moi, mon but, en fait, c'est que mon père puisse venir acheter un NFT demain sur la plateforme et que ça le perde pas. Je vais lui dire, va sur Super Rare, Rarible ou autre, acheter un NFT. Il me regarde, il va bloquer. Et pour moi, je vois un plus grand usage vers l'entreprise que des individus artistes, parce que le marché est plus grand aussi. Mais pourtant, le grand problème des entreprises, c'est moi, je peux pas toucher le crypto. Et donc, pourquoi pas vous ciblez le côté commercial? En fait, pour l'instant, d'un point de vue société, j'ai pas encore eu vraiment j'ai pas encore trouvé de secteur particulier ou avancé. À mon avis, il va y avoir un sujet avec les galeries d'art, qui sont des sociétés et en fait les galeries d'art, elles sont toutes un peu mais comment ça va se passer les NFT? Est-ce que ça va être un raz-de-marée et du coup j'aurai plus de business et je pense pas en fait. Les galeries d'art vont continuer parce qu'elles ont un rôle de conseil, elles ont un rôle d'estimation. Après, mais par contre, il faut effectivement qu'elles prennent le virage des NFT. Donc peut-être qu'on peut les aider là-dessus. Après, les libraires n'ont pas voulu prendre le virage d'Amazon. On voit ce qui leur est arrivé. Donc les galeries ont intérêt à prendre le virage des NFT. C'est très important. Mais pourquoi pas, par exemple, une société de mode la fashion, c'est vrai, les habits. De ces côtés-là, parce que pour moi, c'est le grand souci des entreprises françaises. Il dit que nous, on ne peut pas convertir l'argent en crypto parce que on a URSAF, on a toute cette réglementation qu'on ne peut pas toucher avec, on ne peut pas jouer avec, et donc ils ont peur de ça. Et donc, comme vous faites tout oui. Après, effectivement, comme on fait tout en fiat, on pourrait imaginer que, potentiellement, on peut toucher tous les services de NFT classiques et dire que en soi, on peut mint n'importe quoi et en faire, et avoir ce système de fiat. Donc, oui. Après, aujourd'hui, CalArt, vraiment le but de CalArt, et on a fait CalArt pour, de base, je peux réfléchir plus loin, ça ne pose pas de problème. Mais le point de départ, en tout cas, de notre histoire, c'est de dire que on veut permettre aux artistes du numérique, qui sont des artistes qui jusqu'à présent ne peuvent pas vendre leurs œuvres, ou alors en les imprimant. Mais du coup, là, en fait, on en revient à juste un énorme paradoxe. Je veux dire, tu prends une photo numérique, elle est géniale, tu veux la vendre, tu dois l'imprimer. Et en fait, tu te dis, mais c'est pas le papier, c'est pas le cadre qui vaut, c'est pas ça qui crée la valeur de l'œuvre. C'est pas le fait de l'avoir mis sur du papier et de l'avoir mis dans un cadre. C'est vraiment toute la démarche qui fait que tu as réussi à faire cette photo. Et donc, en fait, moi, déjà, c'est me concentrer au début, en tout cas, sur les artistes du numérique, faire en sorte qu'ils puissent vivre de leurs œuvres de manière cohérente, c'est-à-dire en n'ayant pas besoin d'imprimer des choses qu'ils ne devraient pas avoir besoin d'imprimer, parce que c'est pas ça leur œuvre à l'origine. Leur œuvre, si c'est une illustration, elle a été faite sur une tablette, c'est très bien. Elle n'a pas besoin d'être imprimée pour être vendue. D'accord. Et ça marche sur toute la création numérique, donc sur des vidéos, sur de la musique.
même sur de l'écriture. Je veux dire, aujourd'hui, il y avait un truc qui s'achète, des manuscrits. Tu prends des manuscrits forcément de vieux livres, parce que maintenant, plus personne ne fait des manuscrits. Mais évidemment, Mais une œuvre originelle d'un livre, ça a de la valeur. Forcément. Ça a une énorme valeur émotionnelle, notamment pour le public qui peut être attaché à cette œuvre. C'est vrai. Et en fait, ça n'existe plus. Parce qu'il y a plus de manuscrits, forcément. Tout est électronique. Et c'est pas un mal, heureusement. Enfin, je veux dire, c'est certainement plus simple d'écrire un livre sur ordinateur que de l'écrire avec son stylo plume sur du papier, quoi. Ah non, c'est trop old school, ça. Et donc, en fait, par exemple, un manuscrit, pour moi, maintenant, ça s'appelle un tapuscrit quand c'est fait sur ordinateur. Ça pourrait être vendu, ça pourrait avoir de la valeur. Et ça, j'aimerais bien que les écrivains aussi. La première version du fichier Word. Ouais. D'accord. Mais il pourrait y avoir avec toutes les modifications, tu sais. Enfin, suffit que l'artiste active les différentes modifications, enfin l'enregistrement des modifications, et tu verras un peu toute l'évolution de l'œuvre. Ça serait assez marrant, en fait. Ah, d'accord. C'est marrant. Et alors, justement, en parlant d'artistes et de contenu, quid des droits d'auteur, les copyrights, évidemment, du copyleft, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là? Pour moi, en fait, là-dessus, il n'y a pas de cession des droits d'auteur. Du tout. Non, du tout. En tout cas, pour l'instant, dans la version des NFT que j'envisage, on le dit partout quand on a l'occasion, il n'y a pas de cession des droits d'auteur. L'artiste reste le possesseur des droits d'auteur. Même s'il a un compte chez vous, il a toujours ses droits d'auteur à lui. Oui, parce qu'en réalité, le NFT est une... si par exemple, tu as mis ta vidéo sur YouTube et que tu la vends en NFT, en réalité, tu es toujours derrière avec ton compte administrateur sur la vidéo YouTube. Tu peux bien en faire ce que tu veux. D'accord. Donc, il n'y a pas de cession autour de ça et donc, il n'y a pas de cession des droits d'auteur particulièrement. On pourrait l'imaginer, on pourrait très bien imaginer des NFT qui contiennent les droits d'auteur, parce que ça pourrait être c'est une application complètement possible d'un NFT, et avec un smart contract bien fait, je pense que ce serait assez intelligent. Mais en l'occurrence, pour l'instant, on est plutôt sur une cession d'une œuvre, comme on pourrait céder une photo à tirage unique ou quelque chose comme ça. Il y a aussi les dépôts de brevets, comme pensons business. Si on dépose des brevets. Oui, on peut déposer. En fait, de toute façon, en NFT, on peut tout déposer. On peut tout rendre authentique et unique et c'est ça qui est magique un peu avec cette technologie. En revanche, sur l'histoire des droits d'auteur, nous on essaye toujours de faire c'est pas qu'on essaye toujours, c'est qu'on fait toujours une recherche d'antériorité, par contre, sur les œuvres qui sont mises sur CalArt. Ah d'accord, quand même. Parce que en revanche, un autre truc qu'on dit des NFT, c'est que ça sert à voler les œuvres. Alors non, on n'a pas attendu les NFT pour faire du vol d'art. Non. C'est comme, les NFT ne sont qu'une technologie et n'ont pas de rôle à plus que ceux que les plateformes en font. Donc nous, en tout cas, c'est comme Star Wars. Il y a un côté clair et un côté obscur. Mais en réalité, c'est le cas sur Internet. Et même avant Internet, il y avait des arnaques. Et avant Internet, il y avait du vol d'œuvres. Et on n'a pas attendu Internet pour le faire. Et on n'a pas attendu les NFT non plus. Donc, faut juste remettre les NFT à leur place et à ce qu'ils sont. C'est une technologie. Et après, libre à nous de nous en saisir et d'en faire des choses qu'on pense intéressantes et qu'on pense utiles à tous. Et pour moi, ils seront utiles à tous, pour les artistes en particulier. Mais après, on a déjà évoqué plein de pistes potentielles. Et par contre, du coup, on fait ce travail comme on travaille pour des artistes. On fait ce travail de recherche d'antériorité et être sûr que les œuvres qui sont mises sur la plateforme n'ont pas déjà été postées ailleurs sur Internet. D'accord. Donc vous êtes un vrai service d'authentification, en fait. En quelque sorte. D'autant plus que, en fait, non seulement les œuvres qu'on poste sur la plateforme, elles peuvent être postées n'importe comment, juste en uploadant un fichier de manière très classique, mais on peut aussi connecter ses réseaux sociaux. Et donc, en fait, tu peux connecter ton compte YouTube, ton compte Instagram, ton compte Twitter, et vendre ton contenu des réseaux sociaux en NFT. Ah, d'accord. Et donc là, en fait, on se retrouve en fait à être certain que les œuvres qui sont mises
sur CalArt sont des œuvres originales parce qu'elles ont été postées d'abord sur les réseaux sociaux. Et donc, je veux dire, c'est pas sûr à 100%, tu peux toujours me dire que oui, mais tu peux avoir fait ça à dessein et donc avoir uploadé ta vidéo sur YouTube, puis avoir connecté ton compte, puis le vendre sur CalArt, mais en fait, tout ça, c'est du vol. Oui. En attendant, le compte original de, je sais pas, n'importe quel grand youtubeur, il a des millions d'abonnés, il est facile à reconnaître et du coup on peut facilement détecter les arnaques. Donc on a vraiment donc non seulement la recherche d'antériorité mais aussi la connexion des réseaux sociaux qui nous permettent de valider que les œuvres viennent bien d'un artiste et que cet artiste est bien celui qu'il dit être. Ok, d'accord. Donc ça c'est intéressant. Je me vois un peu comme une porte d'entrée vers la blockchain. Et souvent on me dit oui mais les blockchains c'est décentralisé, il doit pas y avoir de porte particulière pour rentrer dedans. En fait, quand vous allez sur n'importe quel exchange, vous utilisez une porte quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr. Donc après, toutes les portes sont différentes. Il y en a qui sont avec le minimum de fonctionnalités additionnelles. Nous, on essaye de nous dire que en fait, si il faut aider à la prise en main des blockchains, il faut aider à la prise en main des NFT, et donc on amène. C'est une porte d'entrée, c'est un service offert. Ça n'a rien à voir avec. Je vois pas. Je comprends qu'il y aurait un tel débat si c'était sur une coin. Là, oui, effectivement. Mais à partir mais là, j'ai l'impression que j'ai déjà débattu en fait avec des gens qui voient la blockchain comme étant quelque chose qui doit être décentralisé, et tout service centralisé qui intervient sur un système décentralisé est un peu selon les gens, enfin selon la personne avec qui j'avais discuté, pas selon moi, mais un peu comme une verrue ou quelque chose qui devrait pas être là en fait, parce que c'est censé être pur et parfait, c'est censé être tout décentralisé. Donc parce que tu décentralises, tu devrais pas avoir une plateforme qui vient centraliser des flux financiers par exemple. Moi je pense que si. Pour moi il y a pas de débat à partir du moment on fait pas une coin, et deux, de toute façon, comme tu dis toi-même, on offre un service surtout à ceux qui ne savent pas utiliser la blockchain. Donc à partir de là, je vois pas. Si c'était dans le monde de la crypto, là je peux comprendre. Mais bon, on a vu avec AVI qui font des lending protocoles, là ils sont totalement décentralisés, etc. Mais là, a priori, un service pour les gens justement qui ne savent pas utiliser la blockchain. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, non, à partir de là, je vois pas. Enfin, pour moi, je vois pas où serait le débat. Sur les coins, oui. Sur les exchanges, je veux bien qu'on en discute. Oui, je veux bien qu'on en discute. Est-ce que c'est centralisé, décentralisé? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Ok. Mais c'est que vous aidez les artistes à construire le contrat parce que peut-être. Non, en fait, on utilise notre smart contract. Vous avez un smart contract pour les artistes, d'accord. On utilise toujours le même smart contract pour nous, et c'est toujours le même qui est utilisé pour mint les NFT. Et alors ce smart contract, il promet parce que évidemment dans l'art il y a le marché primaire, le marché secondaire, tertiaire, puisque c'est la revente des œuvres aussi. Et ça justement c'est l'avantage du 21e siècle. Pour une fois, les artistes vont gagner de l'argent sur la 10e personne qui va acheter leur œuvre, ce qu'on pouvait pas faire au 20e siècle quand même. Ouais, totalement. Donc effectivement, tu parles du SACEM. Les plus besoin de SACEM, c'est SACEM qui paye 6 mois avant retard ou 8 mois ou jamais, voire. Il y a des seuils. Je crois que j'ai entendu dire. On va passer. Allez. Mais l'histoire du droit de suite, totalement. En fait, le droit de suite existe en vrai dans le marché de l'art traditionnel. C'est juste qu'en fait, il est inexplicable parce que l'artiste n'ira jamais toquer à la porte. T'as bien toujours mon œuvre là, elle est toujours chez toi, ouais. D'accord. Et donc tu feras jamais appliquer ton droit de suite, sauf si l'acheteur qui devient vendeur. Parce que donc du coup, le droit de suite, c'est l'argent qui revient au créateur d'une œuvre lors d'une vente suivante. Ouais. Enfin, quand je dis ça, évidemment, j'exagère. Les grands artistes arrivent à le faire parce qu'évidemment, tout ça est public. Mais je parle des artistes moyens ou petits. Ceux-là, évidemment. En général, le droit de suite n'est pas appliqué parce qu'il est impossible à suivre. Et donc, effectivement, nous aussi, on a ce phénomène de droit de suite où, en fait, on va reverser 10% du montant de chaque vente au créateur. Donc effectivement, comme tu le disais, au 21e siècle, on a la capacité de tracer correctement les reventes des œuvres, et donc on intéresse l'artiste effectivement à chacune des reventes. Tout ça, c'est dans le smart contract aussi. Ouais. Est-ce que l'artiste peut moduler s'il veut 10 ou 5 ou 20 ou 30? Aujourd'hui, non.
Ah, pour l'instant. Non. Donc, Aujourd'hui, ça, on est sur notre smart contract à nous qui est fixe et c'est un montant de 10% qui est reversé. D'accord, ok. Donc ça, c'est aujourd'hui ce que vous faites. Et alors, dans le futur, l'évolution de CalArt, quelle va être Dans le futur, ça va être de faire en sorte que de plus en plus d'artistes comprennent qu'en fait, le contenu qu'ils mettent sur les réseaux sociaux et qu'ils produisent a de la valeur, qu'ils le mettent en vente, que leur communauté les achète. Ça sera déjà un futur qui sera pas mal. Et après, en fait, c'est assez vaste. Moi, je pense que le marché de l'art, de base, en tout cas dans ma vision des choses aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus avec CalArt, c'est de continuer à travailler sur le marché de l'art, c'est d'avancer dans ce sujet et de mettre en avant des artistes, mettre en avant leurs créations, leur permettre de les vendre, aller créer des expositions physiques d'œuvres numériques. Ah, ce sera la suite, des expositions. Oui, parce que, en réalité, c'est juste un moyen d'accéder à une œuvre. Et ce qui est perturbant, en fait, c'est souvent ça, c'est de pas avoir accès à son œuvre, ou en tout cas pas d'y avoir accès comme on l'entend. Même si, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la télé Samsung The Frame. Samsung fait une télé qui est géniale, s'appelle The Frame. Et en fait, c'est une télé qui, quand elle est éteinte, affiche une œuvre. Ah, d'accord. Et pour moi, en fait, c'est juste ce qui va se passer avec les NFT. Les NFT, en fait, vous allez avoir un tableau dans votre salon, dans votre chambre, et sur ce tableau, vous allez afficher vos NFT. D'accord. Et en fait, il y aura pas je peux pas avoir accès à mon œuvre. Bah si, t'auras juste un écran qui te permettra les télés sont de plus en plus connectées. Il y a aucune raison que demain vous puissiez pas avoir accès à vos œuvres dans votre salon. Je veux dire, tout le monde a des écrans partout, quoi. D'accord. Et donc, pour moi, l'avenir, en fait, déjà, c'est un avenir qui est relativement long, quand même, c'est de faire en sorte que de plus en plus de créateurs, de plus en plus d'artistes, de plus en plus de gens prennent en main cette technologie et l'utilisent. Et faire des partenariats avec des plateformes technologiques, avec des choses, il faudra, après, il faut offrir, évidemment, aux artistes aussi la capacité d'une plateforme, déjà, qui centralise. Finalement, elle centralise beaucoup d'œuvres, pas forcément de la crypto, donc, justement, elle centralise des œuvres. Mais justement, c'est de multiplier les plateformes sur lesquelles on va pouvoir avoir accès à l'œuvre de vos artistes. Donc forcément, comme là par exemple, un partenariat avec Samsung, pourquoi pas avec Apple, j'en sais rien, avec Ledger, comme ça on reçoit. Ledger, voilà. Non mais oui, il y a de ce genre de partenariats qui sont possibles. Je suis peut-être encore trop la tête dans le guidon et trop dans l'exécution pour l'instant et trop à réfléchir pour l'instant à comment faire en sorte que effectivement on ait cette première phase de pédagogie qui soit mise en œuvre pour aller penser au futur. Il faut du bizdev. Oui, non, il en faut, c'est sûr. Mais en fait, il y a déjà un marché qui est énorme juste en prenant le problème des artistes traditionnels. Et de leur et pour ça il va falloir faire quoi, démarcher les galeries, parce que c'est un monde fermé, c'est un monde qui est très compliqué. Je commence de plus en plus à effectivement aller parler à des artistes, aller parler à des galeries, leur expliquer en fait ce qui est en train de se passer, parce qu'ils en sont pas forcément conscients, ils sont pas tous informés de ce que c'est un NFT. Ils entendent vaguement parler de Beeple, ils entendent vaguement parler de trucs, mais ils pensent que c'est un peu des illuminés dans leur coin. Et, à mon avis, les galeries voudront un espace à part sur leur plateforme. Oui, une galerie prestigieuse, elle va dire oui, d'accord, je viens sur votre truc, mais il faudra que vous me créez un espace à part. C'est pas un problème. En fait, à l'origine, on est une société très technologique. Nous, on est donc agile et souple. Oui, mais c'est surtout que j'ai 4 développeurs, quoi. Donc avec moi, on est capable d'aller cette plateforme. J'en suis ultra fier, mais on a réussi à la faire en 3 mois. Ce qui est quand même, à mon sens, un sacré défi, parce qu'il y avait à la fois des problèmes niveau blockchain, notamment au niveau des métatransactions. On a fait un proxy aussi sur notre
sur notre smart contract. Donc c'est quand même des sujets qui étaient assez techniques. On n'a pas fait un simple RC721 qui aurait été simple à mettre en œuvre, mais on a essayé de trouver des réponses à certaines problématiques. Et ça, c'est Robin qui s'en est occupé Non, du tout. Moi, je suis pas du tout tech. Moi, je suis dans les idées. Les idées, c'est-à-dire sans vouloir. Non, en fait, à l'époque où moi je bossais dans le fonds d'investissement qui avait investi dans Utip, et Utip était en pleine réflexion stratégique par rapport à son business model. Et au moment de cette réflexion, on a discuté ensemble avec Stan de ce projet de NFT qui m'a plu parce que justement, il le disait avant, il réfléchissait déjà un peu à tout un tas de choses autour de cet univers-là, qui est un univers intéressant pour les artistes du numérique, quoi. Donc voilà, moi j'ai juste apporté ces petits coups de pouce qu'il aurait eu, mais c'est lui qui a tout fait. Moi je suis pas du tout, c'est lui le tech, il fait tout. Je suis juste en plus, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc les idées, ok, d'accord, ok. Non, mais c'était en fait c'était un peu le au début la personne qui m'a un peu remis la tête dans la blockchain et qui un peu m'a refait dire, mais t'es sûr qu'il n'y a pas un truc à faire? Regarde, il y a plein de choses qui se passent, même pour les créateurs. Il y a commencé déjà au printemps à y avoir quelques services dédiés aux créateurs de contenu. Et voilà, c'était un peu pour le remercier quand même, puisque j'en suis conscient. Donc, mais il y en a vous avez des concurrents quand même sur, des concurrents directs peut-être pas. Enfin, il y a les gros OpenSea, Rarible, des trucs comme ça. Ouais, ça c'est notamment sur les plateformes de vente de NFT, sur les marketplaces de NFT. Okay. Ça c'est des gros concurrents. Par contre, de toute façon, il va y avoir non, pardon, je la refais. Ouais, on a des gros concurrents sur les marketplaces de NFT, comme tu le disais, Rarible, Foundation, OpenSea, bien sûr. Sauf que eux, en fait, à la limite, ce qu'ils vont te permettre de faire, c'est d'avoir un exchange, ou en tout cas un système qui va te permettre de faire la conversion en crypto au moment de l'achat. Mais l'artiste sera payé en crypto. Et va expliquer à un artiste, bah oui, tu vas payer ton loyer en Ether ou en Bitcoin. Il va te dire, bah non. Et la réalité des choses, c'est que les artistes ont besoin d'argent pour vivre, quoi. En général. C'est même pour manger, c'est pratique. Ouais. Et c'est vrai. Et donc, en fait, on a un espèce de quotidien où on se dit, ouais, les cryptos, c'est génial, ça vaut plein d'argent. Ouais, ça vaut plein d'argent, mais en attendant, c'est de l'argent que t'as pas, en réalité. C'est aussi ce qui fait que certains prix de NFT montent très haut, parce que l'art est toujours une valeur refuge. Ouais. Donc, en fait, t'as des cryptos, tu sais pas trop quoi en faire, bah, je vais l'investir dans l'art, et ça sera jamais perdu. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voit des transactions incroyables sur le marché des cryptos, parce que c'est sur le marché des NFT, selon moi. C'est aussi parce que l'art est une valeur refuge, et qu'en fait, bah, tu sais pas comment dépenser tes cryptos, bah, tiens, tu peux acheter des NFT, c'est cool. Mais, c'est pas un truc où derrière, alors si, j'imagine quand t'es Beeple et que tu chopes, je sais pas combien d'Ether il a récupéré, je pense qu'il a pas trop de problème à aller le convertir. Mais en réalité, même les banques, les banques traditionnelles, elles sont très frileuses quand elles voient arriver de l'argent de 200 000 euros d'un coup, elles vont te dire, mais d'où ça vient? Tu vas leur dire, bah oui, j'ai fait une vente en NFT. Quoi? Mais c'est quoi? Enfin, elles vont te poursuivre pour savoir d'où vient l'argent, comment tu l'as eu. Il va falloir que tu montes tout et ça va être un bazar sans nom. Non, enfin, en fait, la réalité, c'est juste, aujourd'hui, on est dans un monde où pour vivre, il faut des euros ou des dollars. On est encore dans ce monde-là. On y est encore, mais très sincèrement, on y est encore pendant quelques années. Même si les cryptos vont émerger de plus en plus, aujourd'hui, pour moi, enfin,
je me vois pas aller acheter ma baguette demain en crypto, tu vois. Non, Et c'est même sûr. pas le but de la crypto en réalité. Non, c'était pas, ouais, non. Enfin, non. Ils ont essayé, c'était c'était l'idée de départ. Enfin, si on suit vraiment les satoshistes, évidemment. Mais c'est vrai qu'après, évidemment, bon, ils se sont heurtés, évidemment, au mur de la réalité. Et après, tu as des systèmes aussi t'as des systèmes, comme tu vois le Venezuela qui dit que le Bitcoin est donc une monnaie reconnue par l'État. Salvador. Pardon, Salvador, désolé. Ouais, San Salvador. San Salvador. Mais donc ils vont avoir le système, enfin ils ont le système Lightning qui permet d'améliorer la vitesse de transaction et tout. C'est intéressant, mais en réalité c'est parce que faut pas se voiler la face, ils ont une monnaie qui vaut pas grand chose, quoi. Donc ils utilisent ça aussi comme un peu comme bouée de sauvetage pour compenser un peu la faiblesse de leur monnaie. C'est quand même c'est très bien. Justement, si tu as des problèmes, utilise la crypto pour te sortir de tes problèmes. Donc c'est très bien. Mais du coup, je veux dire que sur des marchés comme matures, etc. Voilà, sur des marchés matures, et fermés, parce qu'ils sont fermés et matures. S'ils sont matures, ils sont donc fermés. Bah oui, c'est là. Non, mais je veux dire, avant que l'euro et le dollar soient remplacés par du Bitcoin ou de l'Ether ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, je pense qu'il y a du temps. En Chine, c'est un peu différent parce qu'effectivement, c'est l'État qui va aller sortir sa crypto-monnaie et ça va être une crypto-monnaie d'État, ce qu'on n'a pas encore trop vu, mais donc de là viendra déjà aussi les premiers ponts. Oui, mais après à voir comment elle se comportera en réalité, parce que au final, avoir une crypto-monnaie d'État, quelle est la différence avec une monnaie classique? Non, la digitalisation, tout simplement. Oui, mais encore une fois, le but d'une blockchain, c'est la décentralisation. Enfin, pour un État, non, mais pour les gens en dehors d'un État, oui. Mais a priori, tu vois, deux personnes différentes qui créent la blockchain là. Si entre un individu lambda et un État, l'État doit tout centraliser par nature. Ça, c'est sûr et certain. Il peut pas décentraliser. Donc, pour l'instant, du coup, je vois pas encore de monnaie capable de. Dès qu'ils vont faire les CBDC, justement, je pense. Dès qu'ils vont faire ces cryptos d'État, à partir de là, ils vont offrir un service de transfert vers les autres cryptos. Ils vont limiter le montant, évidemment, et puis il faudra signer tout un tas de choses, j'imagine. Mais ils vont le faire. S'ils font des crypto-monnaies d'État, c'est qu'ils veulent accéder au marché crypto. Mais de façon organisée, je pense. Ils veulent juste y accéder de façon organisée et à leur rythme et à leur façon. Et du coup, je pense que ce sera pas tout de suite. Ah non, oui, je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord, oui, ça prend du temps, oui, bien sûr. Pour moi, le point, c'est de dire que pour l'instant, avant qu'il y ait une adoption systémique et généralisée des ça prendra du temps, cryptos, il y a encore du chemin, il y a encore du... Sauf aller au Salvador. Sauf aller au Salvador. Là, il faut prendre l'avion, ouais. Mais on peut pas payer son avion en crypto. Si, je crois qu'il y a... Non, pas encore. D'accord, ok, c'est très bien. Alors, Christopher. Qu'est-ce que tu es, Christopher? Alors, moi, je suis étudiant en 5e année à l'ESCE. Donc, Monsieur Kim est mon professeur. D'accord. Donc, suite à son cours, vous avez un peu expliqué les NFT et le système de fonctionnement d'une blockchain. Ouais. Moi, je me suis beaucoup intéressé. Ouais. Surtout que ça fait quand même un moment que nous en avons parlé, de voir justement cette émergence chez des personnes assez connues d'influence que je suis sur les réseaux. D'accord. En parler aussi. Ça m'a plutôt mis la puce à l'oreille. Ça m'a vraiment aidé, entre guillemets, à m'ouvrir un peu plus, parce que j'étais aussi sceptique de me dire que acheter quelque chose qu'on ne peut pas physiquement toucher ou physiquement posséder, c'est pas forcément le top. Donc le fait de voir l'émergence de cette technologie, entre guillemets, chez des personnes que je suis depuis assez longtemps et qui sont assez affluentes, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir les yeux, de me poser plus de questions là-dessus. D'accord. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle je l'ai contacté et j'ai essayé d'en savoir plus. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis c'est bizarre d'acheter quelque chose alors qu'on peut pas le tenir. Mais en réalité, la plupart du temps, on achète plein de trucs qu'on ne cherche pas à tenir. Ouais. Et ça n'a aucun rapport. Enfin, je veux dire, par exemple, alors, pour le coup, là, je vais chercher à le tenir. Mais si je vais chez mon artisan boucher, je vais chez lui, mais je vais chez lui non seulement pour avoir de la viande, certes, mais je vais chez lui aussi parce que j'ai envie qu'il continue de faire ce qu'il fait. J'ai envie qu'il reste ouvert. Si je pourrais très bien aller au supermarché, ce serait beaucoup plus simple. C'est moins loin, c'est plus rapide, etc. Mais je vais chez un artisan parce que je veux qu'il garde pignon sur rue, je veux qu'il pouvoir continuer de faire confiance. Enfin, je veux pouvoir lui faire confiance, je veux favoriser les petits commerces. Et
ça marche dans tout le monde de l'artisanat. Il y a plein de trucs dans l'artisanat où en fait on achète un produit chez un artisan, c'est pas pour le produit en particulier, c'est pour ce qui va avec. Mais il y a plein d'autres cas où en fait tu vas acheter des choses, mais vraiment pas pour, enfin presque pas pour l'objet. Tu vas à Disney, tu vas acheter ta boule de neige là et tu vas la poser sur ton bureau. Elle ne servira jamais à rien. Tu l'auras acheté, tu auras un objet, mais c'est pas ça en fait que t'achètes. Ce que t'achètes, c'est le souvenir presque. C'est le souvenir de la journée que t'as passée à Disney. Et en fait, l'objet au final n'est que là pour véhiculer vulgairement tout le souvenir que t'as de ta journée chez Disney. Et t'as dépensé de l'argent, c'est absolument pas. Enfin, ok, tu l'as trouvé jolie, tu l'as retourné 2 fois, mais c'est pas pour faire presse-papier que tu l'as acheté. Alors que pourtant, une boule de neige, à part presse-papier, ça sert à rien d'autre, quoi. Et c'est fou parce qu'en fait, on perd, je sais pas pourquoi, mais on est rentré dans une telle société où en fait la propriété privée prend tellement de valeur qu'on ne se rend même plus compte qu'en fait on peut acheter des choses mais pas pour la propriété privée. On peut acheter des choses juste parce que en fait on a envie de soutenir un artiste. Souvent d'ailleurs quand on achète une œuvre d'art, on l'achète certes parce qu'on trouve l'œuvre jolie, mais on l'achète notamment aussi parce qu'on veut que l'artiste continue. On veut qu'il continue à pouvoir produire d'autres œuvres parce qu'on veut l'encourager. Et plein de fois, c'est l'achat n'est pas simplement pour seul et unique but de détenir à usage exclusif quelque chose. On achète pour plein de raisons et pas simplement pour l'avoir chez soi. Un concert, c'est une expérience, on achète. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu rentres pas chez toi avec le chanteur. C'est vrai, mais tu rentres quand même chez toi avec des souvenirs, une expérience. Une expérience, voilà. Mais pour rebondir sur ça, il existe justement aujourd'hui énormément de moyens de soutenir un artiste sans pour autant acheter quelque chose. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'une plateforme de streaming. On a un abonnement qu'on peut payer qui va directement dans la poche entre guillemets, il y a un certain pourcentage qui va dans la poche de l'artiste, mais c'est quand même un abonnement qu'on paye alors qu'on ne reçoit aucun contenu de plus ou de moins que les personnes qui payent pas cet abonnement. Tu parles de Spotify ? Oh non, de Twitch par exemple. Twitch, c'est une plateforme de streaming live. Oui, tout à fait. À partir du moment où le créateur est en live, peu importe la personne qui te soit abonnée ou pas, peut regarder le live. Tu peux, entre guillemets, t'abonner à cette personne-là pour une durée d'1 mois avec des abonnements qui sont différents. C'est allant de 5 € à 20 €. Cet abonnement-là ne te donne pas un droit en plus par rapport aux personnes qui ne l'ont pas. Elle te donne potentiellement accès au replay, elle te donne potentiellement accès à certains emojis, elle te donne. Il y a quand même des perks en retour. Et c'est pas, le truc de Twitch est superbement bien foutu pour te dire qu'en fait ça t'incite vachement à t'abonner. Alors que, by the way, Twitch prend 50% de com sur le business. Un emoji, mais tu peux faire quoi avec... En réalité, un emoji, je suis pas. Ça c'est mon point de vue personnel. Je suis pas le genre de personne à interagir sur un chat. Si je mets Twitch, c'est en fond de pièce pour ne pas être seul entre guillemets pendant que je fais autre chose. mais c'est intéressant parce que. Est-ce que t'achètes pas la reconnaissance que finalement tu retrouves sur les NFT? Est-ce que tu vois, t'as une sorte de privilège de pouvoir avoir ces emojis-là. Avec le NFT, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas pouvoir acheter une œuvre, un fichier, peu importe ce que c'est, et tu vas être le seul, tu vas revendiquer être propriétaire. Tu t'achètes, c'est comme une sape, en fait, finalement. C'est comme une belle chemise, quoi. T'achètes pour l'image, pour la position que ça peut te permettre d'avoir. Et dans le cadre de Twitch, quand t'es une sorte d'abonné, moi, je suis pas un consommateur de Twitch, mais j'ose imaginer que les gens qui payent cet abonnement, c'est parce qu'ils se sentent privilégiés, ils sentent avoir une relation particulière avec ce créateur-là qui est en live par le biais de l'abonnement. Et je pense qu'on retrouve ce phénomène-là et d'autant plus fort avec les NFT. D'ailleurs, il y a les NFT de Quentin Tarantino qui sont sortis et qui lancent le pas vers un autre type de NFT. Et j'ai lu un article là-dessus qui était vachement intéressant et qui en fait qui permet sur les NFT de Tarantino, il y a des secrets en fait de tournage et en fait c'est j'ai lu un article qui parlait de ça, des NFT où en fait tu par le biais de la propriété d'un NFT tu déclares ça au monde connaître un secret sans le dévoiler, et ça c'est une autre utilisation auquel on n'aurait pu jamais penser, par exemple des NFT. C'est incroyable, mais ça veut dire que le NFT permet de pouvoir dire je connais ce secret là parce que j'ai les NFT et toi tu le sais pas.
parce que tu l'as pas le NFT. Et là, tu rentres dans quelque chose qui est différent, unique. Il y a une utilisation et en fait, c'est totalement nouveau, quoi. Donc ça fait peur à certaines personnes et c'est tout à fait normal. Je pense que ce qui est nouveau au début, ça fait toujours peur, quoi. Alors attention, justement, parlant de NFT de Quentin Tarantino, production company Miramax has sued director Quentin Tarantino versus his non-fungible token of NFT collection based on Pulp Fiction. Donc il est en train de se faire poursuivre en justice. Il se rattrape par la justice, mais en fait, là il y a des questions de droits d'auteur. Mais les droits d'auteur, c'est vrai. Propriété de ces œuvres-là. L'histoire aurait été belle. Il aurait dû avoir fait un NFT en 1900. C'est quelle année qu'il a fait le film? En 1980. 70. Enfin, il y a longtemps, voilà. Il y avait pas de NFT à l'époque et maintenant il se rend compte qu'il aurait dû faire un NFT. Non, c'est formidable. Non, mais c'est ça. Mais en fait, l'idée c'est surtout qu'il a revendu Miramax entre temps et donc il détient plus les droits de Pulp Fiction et donc du coup c'est pour ça qu'il se fait avoir. Mais en réalité, le fond c'est que si jamais il a envie de vendre un secret du tournage de Pulp Fiction en NFT, il a totalement le droit parce qu'un secret ça n'appartient à personne. Donc il pourrait très bien vendre un secret. L'idée, je crois que derrière ces NFT, c'est que s'il vendait des scènes coupées au montage ou ce genre de choses, et je pense que c'est là-dessus où Miramax dit et parce qu'ils ont envie d'avoir leur part du gâteau. Mais ça, à mon avis, les NFT sortiront. C'est juste que oui, Miramax, c'est bien. Justement, ça va faire monter le prix. Justement, déjà, c'est très bien, c'est parfait. Là, ils ont tout compris. Justement, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est juste. Mais Tarantino aurait dû faire un NFT. C'est juste qu'il fallait se rappeler ça. Pardon. Mais il le savait. Pour le coup, ça existait pas. Ça existait pas. On a beau dire, la blockchain existe depuis quelques années maintenant, et les NFT existent depuis quelques années maintenant. CalArt seulement depuis 1 mois et demi. Voilà, c'est ça. Cet exemple, moi, je le trouve plutôt bien d'ailleurs. Très bon, exactement. Ça montre que finalement, même si c'est sous format de NFT, la notion de propriété intellectuelle, elle reste, même si c'est du digital, pour considérer que c'est pas tangible, on le voit avec Quentin Tarantino, c'est le cas en fait. Et en plus pour des scènes qui sont même pas dans le film. En plus. Donc c'est ça le pire. Donc il a pas vendu le film. Il vous vend les scènes qui sont pas dans le film. Oui. Donc et même là il y a un problème. Donc écoute. Non, je n'avais rien à rajouter. Ah oui, pardon, d'accord. Non, mais c'est très bien. Non, mais voilà, c'est vraiment une très très bonne histoire. Non, enfin en tout cas, mais c'était juste pour, on était parti là-dessus parce qu'on parlait du fait que on achète des choses pour les posséder. Enfin, pour les détenir physiquement. Et je pense que cette idée de moins je pense que cette idée n'est pas vraie, en fait, d'une manière générale. On le croit parce qu'on est bercé par la propriété privée. Mais au fond, tu prenais l'exemple de Twitch où effectivement, sur Twitch, tu donnes de l'argent et t'attends rien en retour. C'est une forme, effectivement, là, en fait, c'est une forme de don. Mais donc c'est encore plus détaché. Mais parfois, en fait, tu veux acheter des choses et t'es conscient de les acheter, mais c'est pas pour autant que tu en retires de la propriété privée. Et le don est clairement comme vraiment désintéressé, c'est le but du don. Mais il y a un entre-deux qui est, je veux bien acheter des trucs, mais c'est pas seulement et uniquement dans le but d'avoir un objet à la fin qui est dans ma poche. Il y a aussi pourquoi est-ce que j'achète? Et le pourquoi est-ce que j'achète, à mon avis, est au moins aussi fort que l'objet que tu achètes réellement. C'est vrai. Ce qui est d'ailleurs le cas dans le luxe. Dans le luxe, faut pas omettre aussi cette dimension d'appartenir à un certain groupe après un achat. C'est-à-dire les personnes, les couples, qui aujourd'hui, par exemple, achètent un abonnement Twitch sans pour autant recevoir d'emoji ou peu importe quel avantage, font quand même partie d'une certaine communauté dont on n'est pas tous, entre guillemets, membres. Donc aujourd'hui, je pourrais crier sur tous les réseaux, écoutez, moi je suis abonné depuis 6 ans, je suis là depuis le début, etc. Ça me donnera une certaine légitimité aux yeux de ceux qui ne le sont pas forcément. Donc je suis d'accord de ce côté-là, c'est un plus, mais c'est pas forcément, en tout cas selon moi, ou pour moi, un plus par rapport à cet achat ou quelque chose qui me poussera dans le sens de l'achat. Le fait de faire partir d'une certaine communauté, par rapport à un achat. Donc, pour moi, en étant inclus dans cette communauté ou en étant extérieur à cette communauté-là, les changements sont minimes, entre guillemets. Ce n'est pas quelque chose, après, ça dépend de la personnalité de tout un chacun. Ce n'est pas quelque chose dont j'irais me vanter, entre guillemets, parce que j'appartiens à ce milieu-là où j'ai cet avantage-là que vous n'avez pas. C'est quelque chose qui est très très fréquent en ligne, qui concerne, je dirais, entre guillemets, une certaine très grande majorité, mais qui n'est pas forcément représentatif, selon moi, de la totalité des consommateurs.
Je crois que je t'ai un peu perdu pour être. Désolé. Donc en gros, pour moi, ce sentiment d'inclusion par rapport à un achat qui ne te donne rien de valeur physique ou de propriété propre n'est pas forcément l'argument numéro 1 que je mettrai en avant, même si c'est un argument qui doit être pris en compte. Ouais, non, mais au contraire, enfin, je pense que posséder un objet, c'est pas une finalité obligatoire. Justement, je pense qu'on est d'accord. La possession physique n'est plus un argument, en fait. C'est vrai, c'est moins en moins un argument à ce niveau-là. Ça reste vrai. Cependant, il y a quand même certaines choses qu'on achète et qu'on aimerait justement encore pouvoir posséder. Comment dire posséder physiquement et entièrement. Uniquement pour oui, et avoir vous une allez quand même faire des shows dans des galeries, tout ça, non? Vous avez prévu ça? Oui, enfin ça pour moi il y a forcément toujours un aboutissement physique, mais après quand tu parles d'une œuvre d'art, à part la voir, je veux dire, tu peux pas en faire grand chose de plus. Hein. Tu à moins de t'en servir comme cale-porte, quoi. Mais mais voilà. Enfin, en fait, c'est l'aboutissement d'une œuvre d'art, c'est souvent de la voir. Donc en réalité, ça marche assez bien. Après, il y a effectivement plein d'objets il y a un truc, ce qui est toujours intéressant dans n'importe quelle technologie, c'est qu'à un moment, il y a toujours le porno qui arrive dedans. Ouais. Et il y a une boîte qui s'appelle PocMe qui fait du NFT porno. Ah bon? Et donc donc si vous avez moins de 18 ans, c'est le moment de... Ah, c'était un show familial jusqu'ici. Et du coup, en général, il t'a un perks physique avec l'achat. Enfin, tu peux avoir un perks physique avec l'achat d'une carte. Et ça peut être une culotte, ça peut être des trucs comme ça. Mais effectivement, enfin, il est pas. Pour moi, je suis d'accord. On veut encore potentiellement posséder des objets. Ce que je veux dire, c'est que posséder un objet, c'est pas un aboutissement en soi. Et c'est pas une finalité, en fait. Donc, il y a très souvent, tu es face à des achats que tu fais pour une cause, avec toute une histoire et toute une réflexion autour de l'achat. Et l'objet en lui-même, ce n'est qu'un morceau de ton achat. Et c'est pas le seul truc que tu as acheté. Quand tu achètes ta veste The North Face, tu te sens aventurier. Et tu achètes l'aventure, en fait. T'achètes pas simplement une veste, ce que tu disais tout à l'heure vis-à-vis des marques. Toute l'image de la marque, le storytelling. Voilà. Et en fait, du coup, et ça, c'est pas perceptible. Et donc, c'est tous ces éléments-là, en fait, qui font que les NFT, pour moi, ont vachement de cohérence et ont vachement d'intérêt, parce que de plus en plus, ou en tout cas, en général, on n'achète pas un objet pour un simple objet. On achète un objet pour des choses qui ne sont pas palpables, qui ne peuvent pas être touchées. Mais après, pour revenir justement sur ce que tu disais au tout début de l'interview, c'est-à-dire aujourd'hui tout est connecté. Donc au final, acheter un NFT, tu pourras au bout de je sais pas combien de temps, tous les écrans sont connectés. Donc on reprend l'exemple de la télé Samsung, tu pourras finalement avoir son NFT accroché quelque part dans son salon. Oui, de toute manière. Au final, ça revient. De toute manière, il y a un aboutissement. De toute manière, il y a un aboutissement physique certain, notamment dans les œuvres d'art, parce que les œuvres d'art, c'est pour moi, je choisis ce secteur-là parce que déjà, il a une cohérence avec Utip et mon activité précédente, enfin la plateforme qui continue d'exister, mais aussi parce que il est pour moi le plus naturel vis-à-vis des NFT. Et comme je suis dans une démarche de démocratisation, j'essaye de mettre tous les voyants au vert et j'essaye de cocher tous les trucs pour que ce soit le plus simple possible. Mais un jour, à mon avis, il est très probable que des tickets de cinéma soient des NFT. Ouais. Il y a zéro, enfin, il y a pas de raison que ça ne le soit pas, en fait. Et en fait, aujourd'hui, les bases de données des trucs de cinéma sont centralisées. Donc, si jamais un jour tu as un échec de paiement et en fait, t'arrives au ciné, on te dit, non, votre place, elle a pas été créée, je la vois pas. En fait, c'est juste parce que Gaumont te dit, non, ta place de cinéma, elle n'existe pas. Même si toi, tu l'as payé, mais il y a eu un problème quelque part. Et Gaumont te dira, il faut acheter une nouvelle place. Le but, c'est que si tu as une blockchain, non, en fait, tout le monde est d'accord pour dire que
effectivement, il y a bien une transaction, c'est tracé, donc oui, bah tu dois avoir ton NFT parce que tout est tracé. Voilà. Et du coup, tu arrives dans un truc qui est décentralisé et qui est ultra pertinent. Donc dans le monde du ticket, par exemple, du ticketing, je pense que à moyen terme, probablement, parce que ça va nécessiter quand même. Donc tu beaucoup de reviens à travail. l'État, parce que l'État doit émettre des tickets tout le temps, les tickets de parking, les tickets de tout ce que tu veux. Donc c'est de la CBDC de toute façon. Je sais pas. Central Bank Digital Currency, CBDC, alright, CBDC. Mais là, il y a Polish singers claim to be the first in the world to sell off digitalized part of a body as NFTs. Donc il y a une chanteuse polonaise qui vend donc les parties de son corps. Mais ça, par exemple, pour moi, mais elle a scanné son corps en fait. ouais, mais tu vois, et là pour le coup, pour moi, tu commences à arriver dans des endroits du NFT qui deviennent un peu compliqués parce que il y a des gens font n'importe quoi avec une techno, et du coup on va dire mais cette techno est n'importe quoi. Non, des gens font n'importe quoi avec cette techno. Je vois un peu le côté. Et tu peux taper aussi parcelle, enfin Mars NFT, et des gens vendent des parcelles de Mars en NFT. Mais très bien les gars, allez-y, vous vendez du vent. Lâchez-vous, d'accord. Et c'est là où en fait moi en fait ça m'énerve tout de suite un peu ces trucs parce que je me bats pour que les NFT soient reconnus et soient admis de tous comme quelque chose de bien. Et avoir des projets comme ça, me dit bah ouais, non mais très bien, la fille se fait beaucoup de thunes probablement, c'est génial. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça participe aussi à la démocratisation quelque part. Enfin, d'une autre façon, parce que c'est comme on dit, toute publicité est bonne publicité, bon, y compris la mauvaise. Non. Si, ça se dit. Ouais. Mais il y a une dimension éthique qui est intéressante à projet. C'est super important. C'est avec ces nouvelles technologies, c'est justement qu'est-ce que c'est un être humain. Là, c'est mis en question parce que ces questions-là de éthique, est-ce que mettre le poisson du corps, ils vendent son poisson du corps, est-ce que c'est éthique? Là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment interroger. Est-ce que c'est éthique, mais est-ce que c'est même réaliste vis-à-vis de quoi? Enfin, je veux dire, ok, elle vend ses seins, très bien, mais j'ai le NFT de ses seins, ça me change quoi? Tu disais que pour toi, c'était important de montrer quoi, que la techno est bonne et que justement, il faut pas qu'on fasse n'importe quoi, c'est ça? Oui. Pour moi, alors certes, c'est une phrase qui est connue. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise publicité. Toute publicité est bonne à prendre. Je crois que il me semble que c'est Jacques Séguéla qui a dit quelque chose du genre, donc un ancêtre de la publicité. Et peut-être que c'est bien que cet acronyme soit utilisé le plus possible et que du coup on en parle. Après, je pense que quand c'est la première fois qu'on entend parler de quelque chose, si on en entend parler en mal, pendant très longtemps ça reste ancré dans la tête comme c'est quelque chose de mal. Je pense que ça peut être vrai d'une manière générale pour n'importe quel sujet, et peut-être à propos de quelqu'un qu'on connaît déjà, une fois on entend parler de lui en bien, une fois en mal, une fois en bien, une fois en mal. Peut-être qu'au final, effectivement, peu importe si on entend parler de lui ou pas, c'est toujours de la publicité, donc c'est toujours bon à prendre. Je pense que quand c'est pour la première fois qu'on entend parler de quelque chose, on se forge une image presque inconsciemment, presque définitive. Ouais, parce que on parlait du débat au départ, donc ce qu'on avait là, c'était justement sur l'aspect centralisé ou décentralisé de la blockchain à ce moment-là. Et alors, donc, le débat que tu avais, c'était que tu avais l'impression que, on te reprochait d'être une blockchain centralisée ou d'être. Un des points qu'on peut m'avoir reproché en tant que, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les NFT et beaucoup les crypto-monnaies. Pour lui, en fait, il n'entendait pas qu'une société puisse centraliser une partie du flux, puisse centraliser tout l'aspect transactionnel lié au NFT. Pour lui, il était nécessaire que les transactions se déroulent de manière décentralisée, tout autant que le stockage du NFT soit décentralisé. Est-ce que c'est difficile, en quoi ce serait difficile à faire en fait? Parce que en fait, ça veut dire que en quoi c'est difficile à faire? L'idée c'est que moi j'ai pas d'auction sur mon smart contract. Il y a pas d'auction, il y a pas d'enchère sur le smart contract, non. Ah, d'accord. La partie enchère est centralisée. Ah oui, d'accord, oui.
Bah oui, parce que on passe par les Fiat, c'est pour ça en fait. Ouais. Oui. Donc. Mais lui, c'était ça son point. Mais je sais pas où tu voulais m'emmener en disant ça. Non, parce que justement, on parlait de bons aspects, mauvais aspects, etc. Ou éthique, aspect éthique, non éthique. Parce que justement, non, c'est vrai, dans le monde de la blockchain, c'est clair, l'aspect centralisé, décentralisé, c'est important. Hein, c'est très important. Ça, je sais que les gens sont très important. Très pointueux sur ces choses-là. Ils vont investiguer, ils vont regarder effectivement, et puis après ils vont aller sur Twitter dire oui, t'es pas centralisé, t'es centralisé. Donc ça, je le sais. Et même si les gens vous le disent pas en face, après ils vont sur Twitter. Et donc je le sais, ils vont sur Twitter après pour dire ouais, faut pas aller là-bas, il faut aller là. Donc ouais, donc c'est important quand même de préciser. Mais comme justement toi, vous étiez une porte d'entrée d'abord à la base vers le fiat. Donc les monnaies euros et dollars. Donc à partir de là, oui, il faut centraliser. Moi, je crois. Oui, mais j'ai pas bien le choix. Mais moi non plus, je voyais pas le débat de la personne. Parce que en gros, l'idée c'est que pour lui, vu que l'enchère est centralisée, l'auction n'est pas décentralisée. Donc à partir du moment où l'auction n'est pas décentralisée, ça se trouve, je peux intervenir potentiellement dedans et la déstabiliser. Ça peut se faire, oui, mais ça peut se faire. Elle pourrait être décentralisée que si elle était crypto. Oui. Voilà, elle n'est pas crypto. Oui. Donc à partir de là, son point, c'est que ça doit être crypto ou ça ne doit pas être. Non, oui, mais on n'est pas crypto ici, donc. Voilà, ouais, pour lui, je devais pas être. Ouais, c'est assez étrange. Non, mais c'est parce que en fait, il avait pas je pense qu'il n'a pas forcément conscience de la nécessité de vulgariser, de faire énormément de pédagogie vis-à-vis de cette technologie. Ah, d'accord. Tu es vraiment tombé sur un satoshiste, un maximaliste, toxique. Je dirais pas toxique, c'était intéressant. Pas toxique, d'accord, ça va. Non, okay, c'était intéressant. Et en vrai, tout débat est intéressant. Okay, mais il avait ses idées arrêtées, en tout cas. Ok, d'accord. Bon, pour moi, c'est bien, on a bien discuté, on a vraiment essayé de balayer en fait tous les aspects de la chose. Donc, on va finir je vais faire un petit tour de table et puis demander que chacun nous dise où est-ce qu'on peut les retrouver. On va commencer par toi, tiens. Du coup, Christopher Médé sur Facebook, ok, Facebook, LinkedIn. Je suis en recherche de stage en ce moment. Recherche de stage aussi, voilà. Voilà, en stage dans quoi? Alors, je suis dans la communication digitale. Ouais. Donc, sur tout ce qui est produits de grande consommation. Produits de grande consommation. Très bien. NFT, crypto, blockchain aussi. Pourquoi pas? Ok. Et voilà, donc. Ok. Et moi, Robin, vous pouvez découvrir la plateforme qui s'est lancée il y a très peu de temps. Aujourd'hui, je suis en bêta test, c'est jalay.io. Jalay.io. Ok, J-A-L-A. Petite promo. Non, bien sûr. Je cherche des bêta-testeurs, donc bienvenue. C'est une plateforme de quoi? Pour partager son voyage. Ah, Jalay.io. C'est une plateforme, voilà, c'est un carnet de voyage digital pour les explorateurs. D'accord. Plateforme de code. Explorer les voyages de la communauté, découvrir quoi les explorateurs partagent leur. C'est pour partager tes aventures. Tu pars en voyage, tu fais un tour du monde, un road trip, tu as envie de partager tes aventures et plus qu'une photo sur Instagram ou une story, retracer tes aventures, tu peux utiliser la plateforme pour partager ton voyage. D'accord, excellent. Ok, et donc on cherche des bêta-testeurs. D'accord. Voilà. Ok, excellent. Stanislas. Et donc, moi, on peut me retrouver sur Twitter, Stan_Mako, M-A-K-O. On peut me retrouver derrière calart.io, K-A-L-A-R-T. Derrière utip.io, utip.io. Et puis... c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Alors, oui, donc, et moi, Herman Djoubessi, donc on peut me retrouver sur @teamadmp. Et donc, c'était donc le Blockchain Podcast. Non, c'est compliqué parfois, mais bon, on l'adore. Alors, BDB, voilà, c'est plus simple, ok. Et donc, on va se retrouver très bientôt pour l'épisode 2 de cette saison 2. Et je vous dis encore merci et au revoir pour avoir écouté jusqu'ici. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you.